en ce lundi soir, c'est l'introduction, on va dire type, même si au fil des semaines, bah, les résultats négatifs s'enchaînent, mais toujours la même passion, toujours le même plaisir de vous retrouver en ce lundi soir pour débriefer le match du week-end. Il n'y avait pas eu d'émission pour débriefer le match contre Strasbourg, faute d'organisation un petit peu, j'avoue, de ma part. Difficulté aussi à trouver des intervenants en cette période compliquée. Et paradoxalement, je crois que c'est la première fois en 3 saisons d'émission, 2 saisons et demie, on va dire, qu'on ait une équipe 100% au Serrois avec 4 personnes. Le premier à ma droite, c'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, Elliot. Merci pour l'invitation. Content d'être avec vous, même si on aurait aimé avoir plus de points sur ce dernier match. Mais très content d'être là en tout cas. Évidemment, on aurait aimé avoir plus de points. On va en reparler. Mine de rien, bon, quand même une performance relativement encourageante par rapport aux 2 dernières. On va en reparler. Troisième au Serrois. On sait pas, mi-Auxerrois, mi-Marseillais. Non, je rigole. Jette dans la sauce, ça y est. L'Iconé qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui en plus, vu qu'il suit, on va dire assidûment l'Olympique de Marseille, va pouvoir nous parler un petit peu de l'OM. Comment ça va? C'est vrai. Bah, ça va, ça va. Ça aurait pu aller mieux, mais bon, on fait avec. On fait avec. Évidemment, ça aurait pu aller mieux. Et c'est ce soir un revenant qui est avec nous. C'est vrai, Cédric, on se disait que ça faisait longtemps que t'étais pas mis dans l'émission. Comment ça va? Ça va, effectivement, ça fait un moment, mais avec plaisir, je reviens. Toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir, messieurs. On a Bon dans le chat qui nous dit l'Iconé, il était bien remonté sur X. Il va pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Commençons Ouais. justement bah, avec le côté olympien. L'Iconé, toi qui suis un peu plus, on va dire, l'Olympique de Marseille, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe? On le sait, c'était sur le papier en tout cas un 11 décimé avec en plus l'absence de Naïef Aguerd enfin, juste avant le début du match. Ouais, c'est ça, c'était un 11 très très remanié. Moi, le premier, quand j'ai vu la compo, j'ai été surpris. Surtout que De Zerbi aligne ces deux attaquants axiaux, Vaz et Aubameyang. Je crois que ça doit être une des premières fois qu'il le fait cette saison. Je veux dire, les deux titulaires. Après, voilà, quand j'ai vu Garcia sortir du chapeau, j'ai été surpris. Après, il y a beaucoup de blessés aussi côté marseillais. Il manquait bah, tu l'as dit, Aguerd qui s'est blessé juste avant. Il y a Ahmed Traoré, Medina, bon, Kondogbia, on compte plus parce qu'il est tellement blessé depuis des mois et des mois qu'on a laissé tomber l'idée. Mais il y avait Balerdi, Bilal Nadir, Timothy Weah. Donc, c'est vrai qu'il manquait beaucoup de monde. C'était un OM un peu, pour avoir vu les derniers matchs, il y a eu ce coup d'arrêt contre le Sporting. Parce que jusqu'avant le Sporting, ça allait plutôt bien. Même en Ligue des Champions contre Madrid, moi le premier, j'étais surpris de leur performance. Après, ils ont plutôt bien déroulé contre l'Ajax, Metz, Le Havre. Et c'est vrai que le Sporting, coup d'arrêt. Après, ça a été un deuxième coup d'arrêt consécutif contre Lens. Il y a eu Angers où Angers est revenu à la toute fin. Et c'est vrai je pense qu'ils sont arrivés quand même avec un petit trauma l'année dernière parce que bon, l'année dernière, les deux rencontres ont tourné en notre faveur et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ouais, c'était un Marseille, pas un Marseille bis, mais pas loin parce qu'il y avait vraiment beaucoup de blessés. Ouais, beaucoup de blessés en plus cette semaine, bah, semaine européenne hein, pour les clubs qui ont la chance de jouer les coupes européennes. Donc voilà, Marseille qui va jouer en Ligue des Champions. Il me semble que c'est l'Atalanta Bergame, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils les reçoivent mercredi 21h, je crois. Ok. Si je dis Donc pas de voilà, en bêtises. plus, entre autres, entre les blessés, plus la réception de l'Atalanta cette semaine, on se doute que le 11 était bien remanié. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si tout est ok pour vous, si on nous entend bien. Installez-vous confortablement. On est là pour une heure et quart d'émission. Toujours un plaisir. Et puis n'hésitez pas à participer dans le chat, on vous répondra évidemment avec plaisir. Guillaume, sur la compo de la GIA, du changement, mais est-ce que c'est pas ce à quoi finalement on s'attendait ou dans un coin de notre tête on espérait? Ouais, je suis d'accord avec toi. On reste sur un même schéma au début du match avec ce 5-2-3. Par contre, comme tu le dis, il y a certains joueurs qu'on aurait voulu voir titulaires depuis un petit moment. Je prends l'exemple de Koulibaly, par exemple, qui était titulaire sur ce début de match. Sierralta sur le banc. Ça peut être aussi qu'on l'attendait à un moment donné. Il ne faut pas oublier non plus que ces derniers matchs, Elisha, Ouzou, Danois étaient blessés,
Kevin qui se blesse à l'échauffement. Il était déjà un peu blessé, mais qui se blesse à l'échauffement contre Le Havre. Elisha aussi qui faisait que des bouts de match, qui avait joué que 45 minutes aussi dernièrement, s'il ne pouvait pas aller plus loin. Je pense que sur ce match-là, ils ont fait plutôt un match complet. Donc ça fait plaisir. Il y a Diomandé qui prenait l'axe central aussi, qui n'avait pas joué depuis un moment. Ça s'est mal fini pour lui, mais je pense qu'il fait quand même un bon match également. Bon, après, il y a le sujet Casimir qui viendra peut-être, et peut-être aussi qu'on l'attend ailleurs et peut-être sur le banc aussi. Mais sinon, la composition en ce début de match est plutôt classique à 5 derrière. Ouais, plutôt classique. 5 derrière avec quand même des choix. Voilà, on parlait sur Twitter notamment d'un Christophe Pellissier relativement rationnel dans ses choix, ou en tout cas, voilà, enfin, des choix où sur les réseaux sociaux, en tout cas, on voyait que voilà, ça demandait un peu plus de Lasso Koulibaly, pourquoi pas le retour de Diomandé, etc. Cédric, il y en a quand même aussi toute une partie de supporters qui voilà, parlaient du choix de rester à 5 derrière et de pas passer forcément sur pourquoi pas une défense à 4, un 4-2-3 un peu plus classique, ce qu'on peut voir en cours de match par moment. Quel était ton point de vue, toi? Enfin, voilà, on va dire si tu étais aux commandes aujourd'hui de la GIA et du club, en tout cas de l'équipe, est-ce que tu resterais sur une défense à 5 ou t'aurais aimé voir contre l'OM une défense à 4? Moi, je suis plus adepte de la défense à 5 parce qu'on joue toujours mieux à 5 qu'à 4 quand même. Même si offensivement, des fois c'est néant, mais la plupart du temps, on est quand même meilleur à 5 qu'à 4. Et même on le voit pendant les matchs, dès qu'il change, généralement, il se passe plus rien. Tout le monde vient dans l'entonnoir au milieu et en fait, il n'y a plus d'échanges sur les côtés. Tout le monde doit faire son petit truc un peu perso. Et du coup, je trouve qu'à 5, on a plus de repères, on est quand même plus sûr et les joueurs ont plus confiance. Donc, moi, je serais parti sur la défense à 5. J'avais mis mon équipe que je voulais avant le match. J'avais mis quasiment la même. La seule chose, c'est que parce que justement, je voulais plus voir Casimir sur le terrain. J'avais préféré mettre Koulibaly piston et me faire jouer Matondo au milieu, à 3, pour voilà, renforcer le milieu. Mais sinon, c'était les joueurs que, pour moi, il fallait mettre. Donc, moi, j'étais content de la compo, pour le coup. Ouais, ouais, plutôt content, mais tu vois, encore une fois, dans le chat, bah voilà, il y a toute une partie il y a toute une partie des supporters qui aimeraient, en tout cas, mais je pense que au-delà Je comprends. du changement tactique 4-3-3, 4-2-3-1, je pense qu'il y a vraiment toute une partie des supporters, et ça se comprend, qui aimeraient voir du changement. Globalement, du changement dans cette équipe, une innovation, on va dire, tactique. Euh, voilà, après, c'est les choix de Pellissier. En tout cas, je trouve que sur les joueurs alignés, c'était plutôt cohérent. Et avec Mm. toujours, tu l'as dit, Guillaume, Casimir, qui offre la possibilité, je pense que le staff privilégie Casimir pour ça, qui offre la possibilité de passer effectivement sur un 4-2-3-1 avec Casimir qui remonte d'un cran. Voilà, on reparlera après du match, des performances individuelles, mais en tout cas, sur le papier, c'était relativement cohérent. J'ai trouvé en fonction des forces en présence, avec quand même des choix, hein. Koulibaly préféré à Haussmann, préféré aussi à Mara, dans un autre registre, mais voilà, Sinayoko qui, on l'a vu se décaler sur un côté depuis le début de saison pour laisser la pointe à Mara, Sierralta qui est mis sur le banc, enfin voilà, quand même quelques choix importants. Passons aux performances collectives. Nicolas, si tu veux bien nous parler un petit peu bah, de l'Olympique de Marseille qu'on a vu quand même, alors on l'a dit, une équipe évidemment décimée, mais qu'on a vu embêtée et dérangée par la GIA. Ouais, ouais, bah complètement. C'est vrai que leur match était, sans vouloir, attention, hein, sans vouloir leur manquer de respect, mais c'était un match dans le contenu. C'était extrêmement compliqué, quoi, un peu à l'image d'un Angers où Angers ils s'en sortent parce que tu as Robinho Vaz qui est pour le moment, au moins à l'instant T, dès qu'il rentre, il fait tout de suite la différence parce que les défenses adverses sont usées, tout ça. Donc dès qu'il rentre, il a ce profil d'impact player, on va dire, qui fait du mal. Il met un doublé contre Angers en 10 minutes, je crois. Et là, c'est vrai que de voir les deux pointes alignées par deux Zerbi, c'était un choix plutôt cohérent vu notre défense. Mais après, ça veut dire que sur le banc, c'était compliqué parce que Mopé a joué avec la réserve ce week-end. Après, ouais, collectivement, je les ai trouvés un petit peu en dessous. Éreintés aussi physiquement, on l'a dit, mais il y avait beaucoup de blessures.
Et je crois que je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi Amine Gouiri. Et je pense que c'est typiquement le profil qui manque actuellement à l'Olympique de Marseille. Un joueur qui est capable de garder le ballon, qui est techniquement très, très, très à l'aise avec ses pieds. Voilà, après, collectivement, ouais, c'était en dessous. Gomez, il marque, mais je pense que même lui, il sait pas comment il fait pour marquer. C'était compliqué côté marseillais. Ouais, ouais, c'était compliqué. Et je voyais sur Twitter aujourd'hui, bah, je pense que voilà, Marouane Belkacem, qui est un des plus gros tweetos, on va dire, sur l'Olympique de Marseille, qui parlait notamment du milieu de terrain et du manque de course, du manque de coffre, on va dire, du manque d'impact physique des milieux de terrain. Gomez, Matt O'Reilly et puis Højbjerg, c'était les trois milieux qui étaient alignés là contre la GIA. Est-ce que c'est récurrent? Je voyais ensuite une réponse, un parallèle avec Bilal Nadir, qui lui, pour le coup, multiplie les courses progressives, même que ce soit avec le ballon ou par la passe. Euh, Est-ce que c'est un problème récurrent et est-ce que pour Marseille, c'est quelque chose qui peut poser problème dans des matchs de plus grande envergure? On pense à la Ligue des Champions, mais même en Ligue 1, sachant que Auxerre, c'était quand même un milieu à deux et j'ai pas eu le sentiment que Danois ou Oussou prenait l'eau contre les trois milieux marseillais. Non, non, mais ouais, je suis d'accord. Mais alors, paradoxalement, alors, en Ligue 1, le milieu de terrain marseillais, c'est souvent en difficulté. Par contre, j'ai vu le milieu de terrain. Alors, je ne sais plus qui était la doublette titulaire. C'était peut-être Højbjerg, Vermeuren. Ils ont sorti un match au milieu de terrain incroyable. Et en Ligue des Champions, ils arrivent à hisser leur niveau de jeu. Moi, le premier au milieu de terrain, ils m'ont impressionné. Et c'est vrai que là, samedi soir, O'Reilly, j'ai un peu de mal. Alors, il court, ok, mais des fois, en fait, j'ai l'impression qu'il court un peu dans le vide. Vermeuren, il fait une entrée catastrophique. Autant lui, c'est un bon espoir. Il a vraiment une bonne intelligence de jeu par ses passes. Il peut arriver à casser des lignes, même s'il faut encore qu'il progresse là-dessus, mais je le trouve vraiment intéressant au milieu de terrain. Mais ouais, ouais, au milieu de terrain, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que Arthur Vermeuren, je me rappelle qu'il était rentré contre l'Ajax et qui avait fait. Non, qui était titulaire d'ailleurs. C'était un peu la surprise de la Il me semble compo. qu'il était Il titulaire, était oui. Ouais, ouais. titulaire et il avait fait un match assez extraordinaire. Parlons un petit peu de nos Auxerrois, Cédric, si tu le veux bien. Après deux performances quand même compliquées, alors surtout celle contre Le Havre et puis même contre Strasbourg, la deuxième mi-temps avait été très compliquée. La première aussi, on avait quand même absolument rien créé et puis profité de la maladresse des attaquants strasbourgeois. Euh, Bah, on a quand même vu du mieux, moi je trouve. Ah bah, c'était nettement mieux, surtout en termes d'intensité, hein. Là, ils se sont donnés pour le coup. Non, c'était positif pour le coup le match. La seule chose, c'est qu'on n'arrive pas à marquer, mais sinon, l'enchaînement, je trouve que certains joueurs se trouvent mieux. Le début de match est bon. Koulibaly, justement, il se place bien. Il fait plus, justement, ce que peut demander Pélissier, être plus dans l'axe. Alors que des fois, quand il y a justement Haussmann ou Casimir, les deux sont vraiment à coller la ligne. Mm. Donc, du coup, bah, il se marche un peu dessus avec le latéral qui est là à ce moment-là. Donc non, on est bien rentré dans le match, ça s'est plutôt bien passé. On a été cohérent tout le long. Voilà, manque de réussite. Parce que le but que met Marseille, pour le coup, alors beau débordement sur le côté, rien à dire. Léon, pour le coup, pas forcément au top sur la sortie, mais après, il rate sa frappe, il la croise de l'autre côté, peut rien faire. Non, après, on a été constant tout le match, on a mis l'intensité, on les a, pour le coup, au milieu de terrain, ce qui est censé être un de leurs points forts, parce qu'ils sont censés contrôler le match, bah, on a effectivement senti Danois et Oussou au-dessus des trois qui étaient en face. Donc, non, honnêtement, si on fait un match comme ça contre Angers, on va forcément ramener quelque chose. Après, faut qu'on marque. Ouais, je suis d'accord avec toi, faut qu'on marque. Et comme tu l'as dit au milieu de terrain, Guillaume l'a dit au début d'émission, Danois Ousouk avait été un peu diminué sur les dernières sorties. Là, quand même, les deux ont fait un match patron. Et Danois, évidemment, vous l'avez vu, je vous l'ai affiché sur la droite de votre écran. Au début d'émission, il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les stats du match sur la droite de votre écran, vous permettre de voilà, vous faire un petit récap, on va dire, du match. On le voit, hein, les expected goals pour nous, les grosses occasions pour nous. Guillaume, Mich qui dit dans le chat, d'ailleurs on te passe évidemment le bonsoir Mich, que la GIA arrive à mettre en difficulté les équipes qui jouent l'Europe, ou en tout cas le haut de tableau. Il cite Monaco, Nice, Marseille, même Lens qui joue pas l'Europe, mais pour le coup qui a été dérangé. Bon, Strasbourg un peu moins la semaine dernière, mais c'est effectivement les équipes que Mich cite, c'est des équipes qu'on a réussi à déranger,
contre qui on aurait pu ou dû prendre plus de points. Comment t'expliques ça, toi, que contre des gros, on arrive à élever le niveau de jeu et qu'on arrive à être dérangeant? Alors là, contre Marseille, équipe décimée, mais enfin, Monaco, Nice, Lens, c'était une équipe très cohérente sur le terrain. Ouais, faut pas oublier que l'aspect mental rentre en compte contre ces équipes-là. Quand tu es un joueur professionnel et que tu joues contre une équipe de haut de tableau, tu sais forcément que bah, physiquement, il faudra assurer. Mais mentalement, bah, il faudra un petit peu élever ton niveau de jeu. Ils sont sur 2 non-matchs contre Le Havre et Strasbourg. Marseille arrive décimé. C'est le moment bah, de se ressaisir, de prendre des points. Forcément, médiatiquement, bah, on parle un peu plus d'Auxerre et en mal. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Et tu sais forcément, ben, il va falloir se bouger les fesses. Parce que contre ces équipes-là, même si là, je suis d'accord avec Liconé, avec Chat, Marseille a fait un très petit match. Mais généralement, contre ces équipes-là, bah, ça se paye cash si tu n'es pas au niveau, quoi. Ouais, évidemment, bah, c'est vrai que là, je pense que Marseille a aussi fait un petit match parce que la GIA a su élever son niveau de jeu. Liconé, tu l'as dit, ça marque quand même sur une occasion, ou c'est Cédric, je sais plus, mais en tout cas, l'un de vous l'a dit, c'est une demi-occasion, hein, concrètement. Bon, Léon est pas décisif sur ce coup-là, il lui remet dans les pieds. La frappe est en plus ratée et elle rentre quand même. Ça fait quand même beaucoup de conditions, de coïncidences sur ce but-là, mais euh, on a quand même réussi à déranger cette équipe-là. Cédric l'a dit, euh, contre Angers, il va falloir marquer. Même avec une performance comme ça, il y a un moment où il va falloir marquer. Le dernier but, on n'a pas marqué depuis 2 matchs, on en avait mis 2 à Rennes. On est la pire attaque de Ligue 1. On commence déjà à voir les stats de joueurs qui ont marqué plus que toute l'équipe, notamment Esteban Le Paul qui a mis triplé ce week-end contre Strasbourg. Liconé, comment on peut expliquer collectivement que on se crée des occasions? Là, on le voit, vous le voyez sur la droite de votre écran, on se crée des occasions. On finit le match avec 1,17 XG. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, on va dire là, avec la stat de XG, c'est les buts attendus. Donc en fonction d'une frappe à un endroit, on va donner un pourcentage, enfin, on va donner un chiffre de buts attendus par rapport à cette frappe. Bon, à titre de comparaison, il me semble qu'à penalty, ça doit être 0,69 XG. Et une frappe en moyenne, ça dépend de l'emplacement évidemment, mais ça peut être 0,01 jusqu'à 0,30. La frappe de Gomez devait évidemment avoir un fort taux de XG là où il était placé. Et vu la situation, euh, 2 grosses occasions, 9 tirs, 4 cadrés. Comment on peut expliquer qu'on n'arrive pas à terminer alors qu'on se crée des occasions? Bah, et déjà, on n'a pas de chance, parce que le but au rejet de Namasso, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai essayé de revoir les ralentis, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais pour moi, il y a hors-jeu. Après voilà, on manque de lucidité devant, on manque de détermination, mais faut pas oublier que même si collectivement Marseille ça a été moyen, par contre ils ont un gardien, Rouli, il Ah faut oui. voir les arrêts qu'il a sortis samedi soir. Et je pense que si on n'a pas été efficace devant le but, il y a un peu de malchance, il y a un manque de lucidité, mais il y a eu surtout un grand Geronimo Rulli. Et c'est pas la première fois qu'il les sauve des bourbiers comme ça, l'Olympique de Marseille. Donc, pour ce match contre Marseille, moi, je pense que c'est plus Rulli qui sort des gros arrêts, notamment il y a une ouverture de Danois, Haussmann qui fait un contrôle magnifique, qui se retourne bien. C'est pas forcément facile à enchaîner, mais Rouli va à une vitesse pour contrer ce ballon assez folle. Donc, c'est surtout, je pense, c'est à cause de Rouli, en grande partie, si on n'a pas réussi à être décisif samedi soir. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que, mais en plus, on parle là de Rouli comme on a parlé d'Anthony Lopez, de Yevan Diouf, comme on parle quasiment chaque week-end d'un gardien qui fait un énorme match. Alors voilà, les équipes ont des gardiens de qualité comme nous on a Donovan Léon, mais c'est vrai que à chaque fois, tu as l'impression qu'on tombe sur voilà, la Rouli, au total, je vois de la stat, il fait 4 arrêts. Les 4, il n'y en a pas un qui a un arrêt tranquille, quoi. C'est vraiment des arrêts. L'arrêt réflexe sur Haussmann, la vitesse à laquelle il sort, il se projette, il se va dans les pieds de l'attaquant. Franchement, c'est du très haut niveau, quoi. C'est du très très haut niveau. Donc non, c'est vrai qu'on tombe à chaque fois sur des gardiens compliqués. Euh, Guillaume, est-ce que quand même, selon toi, on a un déficit technique à la finition, que
ce soit Mara, Sinayoko, même Namaso, hein, Namaso qui est notre meilleur buteur actuellement, enfin je crois pas dire de bêtises. Euh, on le sent plus à l'aise devant le but, mais voilà, Sinayoko, Mara, là on a vu Osman en rater une très grosse. Est-ce que selon toi on a un déficit technique sur ce critère de la finition? Je crois que Lassine est à 3 buts. Je me demande si c'est pas lui le meilleur buteur. Peut-être? Ouais, Euh, peut-être. euh, Je crois qu'ils sont à égalité, Namaso et Sinayoko. Ok. pour moi, quand tu es un attaquant, il y a forcément la confiance qui rentre en jeu. Actuellement, on a un petit peu la tête dans le sac. Je suis d'accord que Rouli fait un bon match. Après, si tu regardes bien, les frappes sont. Bah, après, il est bien placé, hein, c'est un bon gardien, mais les frappes ne sont pas non plus à des endroits imparables, sont assez sur lui quand même. Et je pense qu'on se précipite un peu trop dans la surface à chaque fois. On prend pas, on manque de lucidité. Souvent, c'est des exploits un peu individuels et c'est ce que je reproche cette année. C'est qu'on essaie de faire des enchaînements et arriver un petit peu dans la surface. Namaso le fait assez bien d'ailleurs. Je trouve que c'est notre meilleur élément devant. Mara est fantomatique depuis le début. Alors il décroche beaucoup. Donc il manque peut-être de lucidité quand il arrive vers le but. Lassine, depuis son histoire, et je suis désolé, mais depuis son histoire avec le RCL, j'ai l'impression que c'est son cousin qui joue. Je le retrouve pas du tout. Et pareil, je le trouve pas forcément bien placé. Il essaye un petit peu comme il faisait en Ligue 2, ces petits enchaînements techniques, mais qui sont parfois inutiles, qui ralentissent le jeu. Pour moi, le gros hic de notre équipe, et c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est pas nos attaquants. C'est juste qu'on a un milieu hyper défensif, pas créatif du tout, qui manque de technique. Danois peut-être relève un petit peu le niveau, mais pour moi, Elisha Ouzou, dans un milieu à deux, pour moi, c'est pas assez fort actuellement. Alors, il récupère certains ballons, on voit qu'il a du cœur, hein. Mais techniquement, il essaye de jouer à une touche de balle sans arrêt. Et une fois sur trois, il perd la balle. C'est pas lui qui va dribbler un joueur adverse. Donc, c'est pas un milieu qui va créer un surnombre et qui va justement amener du danger pour nos attaquants et libérer justement ces espaces pour nos attaquants pour qu'ils aient ce temps d'avance sur le défenseur adverse pour bien justement placer son ballon au niveau du but et pas tirer un peu à l'emporte-pièce. Et si ça rentre, tant mieux. Et on l'a vu que sur le match de Marseille, Koulibaly, avant sa sortie malheureusement, a fait énormément de différences individuelles. Mais justement, grâce à sa vivacité, il arrivait à créer des espaces et à libérer un petit peu notre jeu. Et ça nous manque cruellement cette année. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais justement, on peut revenir sur ce qu'on disait avant sur le format, et on en parle depuis le début de saison, hein, voilà, on l'a vu dès le premier match contre l'Orient, où il y avait vraiment cette volonté de confier en quelque sorte les clés offensives, en tout cas dans l'orientation du jeu à Kevin Danois. Mais est-ce que selon toi, Guillaume, du coup, ce serait pertinent de mettre en place un milieu à 3 pour permettre à Kevin Danois vraiment de s'épanouir ou en tout cas de consacrer encore plus d'énergie à un rôle plus avancé, je sais pas, Matondo ou Dioussé derrière avec sur la même ligne, on va dire, qu'Owusu pour la récupération. Et puis après, dans la projection, dans l'orientation, dans la première passe, on va dire, ou la dernière d'ailleurs, Kevin Danois, est-ce que ça peut être une solution selon toi? Comme Cédric, j'avais mis un petit peu la compo que je vois actuellement sur ma page X. Moi, j'attends vraiment une entrée, même titulaire, de Rudy Matondo. Pour moi, actuellement, Danois était un petit peu en difficulté ces derniers matchs, donc il a peu joué. Mais si j'enlève Danois, pour moi, c'est notre meilleur milieu. Alors certes, il est très très jeune, un peu comme Zahir Emery au PSG, Warren, qui a pris des minutes en étant très très jeune. Je ne vais pas faire du Kylian Mbappé, mais pour moi, l'âge, ça compte pas des masses non plus. Actuellement, Elisha Iwuzu, je l'ai dit, et je me répète, pour un milieu à 2, il n'est pas assez technique en Ligue 1 pour créer des différences. Rudy Matondo, dès qu'il rentre, et je ne sais pas si vous avez vu ses matchs en équipe de France chez les jeunes, il a été monstrueux à ce poste-là, un peu plus haut. Moi, la doublette Matondo danois, parce que les gars courent,
Ils ont aussi une caisse assez phénoménale. Et avec un milieu un peu plus créatif au-dessus, donc à 3 au milieu, pourquoi pas un Haussmann, on a très peu de joueurs qui sont capables de le faire, attention, hein. Ou un Koulibaly, bon malheureusement ça va être compliqué, mais la triplette au milieu, je la vois comme ça, la doublette Matondo danois avec quelqu'un de plus rapide juste devant pour créer justement du dynamisme au milieu. Rester à 5 derrière. Alors attention, j'ai des témoins, ne me parlez pas de défense à 4 actuellement. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit pouce à Cédric tout à l'heure. Les gens qui parlent de défense à 4 actuellement avec notre effectif, dès que je vois un post comme ça sur Internet, là, j'ai une démon, je me force à ne pas répondre parce qu'on n'a aucun joueur actuellement, et attention, je vais me fâcher, aucun joueur qui est capable de jouer défenseur central à 2. À part Diomandé, avec ses lacunes techniques et de relance, on n'a personne. Sierralta, tu ne peux pas le mettre dans une défense à 2 parce qu'il est trop lent et on va prendre le bouillon, c'est phénoménal. Clément Akpa, attention, c'est un sujet délicat chez moi, qui est formé à gauche, piston gauche, arrière gauche, qui a dépanné certes l'année dernière avec un beau Joubal à côté, un Joubal qui le rassurait, qui était bien placé, contrairement à Sierralta, qui courait peut-être pas beaucoup plus vite que Sierralta, mais un petit peu. Il a fait ses matchs danois. Mais si vous regardez les matchs de Danois actuellement, depuis que Joubal est parti, c'est une catastrophe. En placement, c'est une catastrophe. En relance, c'est une catastrophe. Il court vite. Il court vite. Mais pour moi, actuellement, Pélissier, et je sais que c'est un sujet qui est un peu évoqué actuellement, apparemment en interne, protège Akpa, le fait jouer. Mais pour moi, là, si je suis coach et si tu as l'aspect bienveillant qui rentre en compte par rapport à ton joueur, tu dois le protéger quand même mentalement. Moi, je mettrais Akpa un petit peu sur le banc. Alors, je sais qu'on n'a pas de gaucher. On n'a pas de gaucher en centrale. C'est compliqué. J'espère qu'Arela Azouzi va revenir, même s'il est droitier. Je pense qu'il peut jouer à cette place-là. Mais pour moi, la défense à 4, mais ce serait une erreur terrible. Même avec un milieu à 3, ce serait une erreur terrible. Parce que tu n'as personne qui peut jouer là. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a on a bah, une défense avec des. Là, en plus de ça, il faut quand même dire qu'autour de Diomandé, c'était quand même Senaya et Akpa. C'est-à-dire que de l'autre Deux joueurs qui côté, jouent pas à la place. de l'autre côté, Senaya, c'est vraiment un latéral de formation qui a même joué piston, enfin qui a même été recruté pour jouer piston cette saison, etc. Moi, enfin voilà, ça me fait cheminer. Cédric, sur la question défense à 3, enfin défense à 3, 5 ou 4. Donc toi, tu serais plutôt partisan de la défense à 5. Et malgré tout, l'argument qu'on a beaucoup sur le passage à une défense à 4, c'est l'apport ultra faible des pistons. Est-ce que toi aussi tu es d'accord avec ça, sans parler individuellement? Alors évidemment, c'est compliqué parce que les performances des pistons, enfin l'apport des pistons est corrélé avec leurs performances individuelles, mais est-ce que tu penses quand même que, enfin, moi je sais que je suis adepte de ces pistons. En plus, je jouais piston quand j'ai arrêté le foot, donc forcément, c'est un poste que j'affectionne et qui peut, pour moi, vraiment avoir un apport hybride, un rôle hybride complètement incroyable. Malgré tout, c'est vrai, force est de constater que dans notre cas, euh, l'apport des pistons sur le plan offensif, sur le plan technique, c'est compliqué. Mais ça, c'est plus individuellement, parce qu'en soi, on voit effectivement Lens, par exemple, qui joue à 5. Bah, les pistons, ils sont tout le temps devant. Là, on met Casimir, qui est censé être un ailier en tant que piston, et au final, il apporte rien. Donc, c'est pas vraiment un problème de tactique, là. C'est plus un problème de niveau et de cohérence et de collectif. Là, c'était mieux ce week-end parce que justement Koulibaly rentrait plus, mais quand Haussmann et Casimir sont sur le même côté, en fait, ils sont tous les deux collés. Et pour le coup, ça crée rien du tout. Ils se marchent juste dessus, limite ils s'engueulent parce qu'il dit t'es à ma place et inversement. Donc au final, c'est plus, je pense, en termes de joueurs parce que le système, en fonction de comment tu joues, tu peux être aussi bien offensif que défensif. Et d'ailleurs, actuellement, quand on est en offense, enfin en attaque, on est plus à 4 derrière qu'à 3 parce que Senayas met beaucoup sur le côté et Casimir monte. Donc en fait, offensivement, on est plus à 4 qu'à 3. C'est plus en défense ou à l'inverse, bah, Casimir fait l'effort de revenir. Donc là, c'est plus augmenter le niveau sur les côtés parce que même Mensa, il n'y a pas un centre. Enfin, il fait des centres, mais qui n'arrive jamais au bon endroit.
Donc, bon, après, ça, c'est pas nouveau, mais quand même, Et t'as ça aide personne pas, dans la quoi. Enfin, Sur les peu de centres qu'on fait, il y a personne dans la surface. Mm. non Donc, plus, c'est vrai ça aussi. ne te donne pas envie de centrer non plus. C'est vrai que tu as raison. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Je pense que le système est. Moi, je suis un fan de système aussi, donc c'est vrai que je suis peut-être un peu moins objectif, mais quoi qu'il arrive, effectivement, si tu mets personne dans la surface et qu'en plus, quand le peu que tu peux faire de centre, bah, ils sont derrière le but, tu peux pas marquer beaucoup de buts, quoi. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça doit être une qualité des pistons, bon centreur. En même temps, il doit effectivement y avoir du monde dans la Mm. surface. C'est vrai que Mara peut être un peu plus ce point d'appui, mais comme tu l'as dit, Guillaume, vu qu'il décroche beaucoup, bah, faut aussi qu'au moment de la réception du centre, il ait le temps d'arriver dans la surface. Tout ça, ça me permet de faire la transition avec les performances individuelles. On voit que le sorcier a déjà des bonnes choses à nous dire sur Casimir dans le chat, notamment qu'il longe pas la ligne du bon côté, qui devrait la longer avec le chasuble. Voilà. Côté, pour finir sur le côté, la part collective, le sorcier justement qui a une question pour toi, Guillaume. À 4 derrière avec Akpa à gauche à la place de Mensah qui reste plus défensif, du coup. Est-ce que pour toi ça peut être une idée? Akpa, moi, je préfère Akpa à gauche. Quand tu as été formé à un poste, tu as des années d'expérience derrière toi, t'as des dizaines, des centaines de matchs à ce poste-là. Moi, je suis adepte du mec qui peut dépanner sur deux trois matchs dans la saison parce qu'on a vu quelques qualités à l'entraînement et il va pouvoir faire le job deux trois matchs. Par contre, un mec, faut pas oublier que Clément Akpa est jeune. Hmm. Formé à Metz, mais pas retenu. Il a fait une pige en national. Après, il vient chez nous, mais il a très très peu de matchs derrière lui. Et là, on le met défenseur central excentré, faute de mieux. Franchement, on l'aide pas du tout. Alors moi, Akpa à gauche, en doublure de Mensah, même en piston, pourquoi pas. Alors, je suis désolé sur Clément Akpa, c'est peut-être un bon mec, mais moi, pour moi, il n'est pas au niveau actuellement en Ligue 1. Et après, même si tu mets Clément Akpa à gauche, qui tu mets en défenseur central? Hmm. En fait, j'ai pas de problème avec la défense à 4. Si tu as 4 joueurs qui sont capables de jouer derrière, je pense que Senaya est capable de jouer à droite, il n'y a aucun souci. Mais après, sur les trois, bon, Mensah ou Clément Akpa à gauche, voire Opegarde, je le trouve très discret actuellement aussi. Je suis un peu déçu. Mais par contre, moi, mon problème, c'est les deux centraux. Si tu as deux centraux qui sont très bons, défense à 4, il n'y a aucun souci. Mais actuellement, les deux centraux, on ne les a pas du tout. Donc c'est plutôt ça mon problème. Alors Akpa, pourquoi pas à gauche? Moi, je le vois plutôt remplaçant ces derniers temps pour qu'il se refasse un petit peu la cerise, comme on dirait, et que ça se passe un petit peu mieux mentalement et qu'il revienne un petit peu de la confiance. Actuellement, on le met dans le feu et démerde-toi, on passe à 5. En fin de match, on passe à 4. Ça n'aide pas non plus, il est perdu parce que du coup, tu n'as plus du tout le même espace. Une défense à 4 et une défense à 5 en tant que défenseur central excentré. Tu as un petit peu d'espace entre ton latéral et ton défenseur central. Tu n'as pas grand-chose à gérer. Par contre, si tu es à 2 centraux, bah, tu as une moitié de terrain à couvrir. Et c'est plus du tout le même match. Et actuellement, je pense qu'on ne l'aide pas du tout. Alors, mon problème, ce n'est pas la défense à 4 ou à 5, c'est juste le niveau des joueurs. Ouais, et puis en plus, Akpa, on sent quand même un joueur, voilà, je vois au début de match, l'erreur qu'il fait, qu'il donne à Aubameyang, sa réaction, on sent que mentalement, il est atteint. Pélissier l'a dit il y a 15 jours en conférence de presse, c'est quand même pas facile d'entendre son coach et de passer en plus après en conférence de presse, après que son coach ait dit que le début de saison était compliqué, qu'on attend mieux de son joueur, etc. Je veux dire, euh, vu le mercato qui a été réalisé, en plus, on a capitalisé sur Clément Akpa. On en attendait beaucoup. Je pense qu'il était un peu cadre, en tout cas, de l'effectif. En tout cas, vraiment un peu indéboulonnable. D'ailleurs, on le voit là, hein, Christophe Pélissier. Il n'y a pas eu du tout de recrutement fait sur un central gaucher, parce qu'il n'y a pas un seul instant où on a imaginé que Akpa pouvait présenter ce niveau de jeu. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui et on sent que mentalement, ça commence à faire beaucoup. Ce genre d'erreur-là, l'année dernière, il aurait sorti un contrôle magnifique ou au moins il l'aurait sorti en touche. Il n'aurait jamais fait ce genre d'erreur à donner un ballon magnifique dans la profondeur à Aubameyang. Donc là, on sent quand même un joueur mentalement atteint. Bon, évidemment, la GIA en plus a des résultats négatifs, prend quand même des buts. Même si ça va, c'est pas non plus la catastrophe sur le nombre de buts encaissés. Mais bon, on sent quand même un joueur atteint. Lyconis, tu veux bien nous parler un petit peu des Marseillais, mais après aussi des Auxerrois.
parce que tu nous as pas trop encore parlé d'Auxerre, mais bon, tu es quand même là pour Auxerre. Donc, si tu veux bien nous parler un petit peu des performances individuelles côté Marseille, et puis après nous parler des joueurs qui t'ont plu côté Auxerre. Bah, côté Marseille, ça va aller très vite. Moi, le seul Marseillais qui m'a plu sur cette rencontre, c'est Rouli. Murillo aussi, parce que sur le but, il fait quand même un gros travail. Le petit pont sur Mensah, le crochet sur Danois, même le centre. Et ah oui, je voulais rebondir là-dessus. Je trouve que sur Lyon, vous êtes un peu dur. Parce qu'en fait, en ayant vu le ralenti, si Lyon ne chope pas le ballon, tu as Obama juste derrière au deuxième poteau qui Oui, attend que ça. Et du coup, alors forcément, ça revient sur Gomez. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué là-dessus, c'est qu'en fait, Gomez, il arrive tranquillement à l'entrée de surface et il n'y a personne dessus. On n'a personne au marquage. Et ça, c'est un problème récurrent aussi qu'on a. C'est qu'au marquage, on est inexistant. Et du coup, Gomez, il arrive seul. Alors, Léon remet le ballon sur lui, mais tu vois Léon qui essaie de sortir le plus vite possible sur lui pour essayer de boucher les angles comme il peut. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour lui de tout faire. Et ouais, bah, c'est pas le premier que je pointerai sur le but qu'on prend. Non, après, juste pour finir côté Marseillais, ouais, Rouli, Murillo. Peixao aussi, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Premier ballon, s'il enroule un peu mieux, ça peut faire mal. Après, on l'a moins vu parce que Marseille était réduit à 10 et du coup, c'était un match moins facile pour lui. Et côté Auxerrois, j'ai beaucoup aimé Koulibaly, mais malheureusement, il se fait faucher par O'Reilly. Et, a priori, en plus, on l'a vu à la fin du match sur béquille. Et même Pellissier a parlé de blessures graves. Donc, bon, on a vraiment la poisse parce que moi, il y a un autre joueur aussi que j'aime beaucoup et que je pense qu'il nous ferait énormément de bien au milieu de terrain, c'est Azouzi. Et le problème, c'est que à chaque fois, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il a du potentiel, que techniquement, c'est pas mal. Je pense qu'il pourrait épauler Danois dans ce rôle-là. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il se blesse, donc c'est compliqué. Que côté Auxerrois, ouais, Danois. Koulibaly, j'ai bien aimé. Diomandé, je suis très content de son match, même s'il prend rouge à la fin. Et pour moi, le rouge qu'il prend, il n'y a pas lieu d'être parce que c'est même pas lui qui fait la faute en plus. Mais je suis content du retour de Diomandé. Alors malheureusement, on l'aura pas contre Angers, si je dis pas de bêtises. Mais je pense que le retour de Diomandé peut faire du bien à la défense auxerroise et apporter de la sérénité plus que se fait actuellement un Sierralta. ouais, c'est vrai que Diomandé, honnêtement, ça faisait quand même plusieurs mois qu'il n'avait pas joué. Assez affûté physiquement, propre. Franchement, il fait son match. Alors, Guillaume, tu l'as dit, toujours techniquement limité. On sait qu'à la relance, voilà, c'est pas extraordinaire, mais honnêtement, dans les duels et au sol, etc., il a fait le taf. J'en profite pour vous afficher sur la droite de votre écran les compositions pour que vous puissiez vous rappeler un petit peu des joueurs qui étaient sur le terrain. Juste pour rebondir brièvement, c'est vrai que Murillo, en première mi-temps, il y a son but, enfin, il y a de la magnifique action sur le but de Marseille. Enfin, toute la première mi-temps, il passe tranquillement sur Mensah et le duel, c'est clairement lui qui le gagne. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur Murillo. Cédric, si tu veux nous parler un petit peu si tu veux nous parler un petit peu de l'OM, des joueurs qui t'ont plu, mais surtout de la GIA, euh, des performances plutôt positives. Ouais, bah Marseille, je vais rejoindre l'Iconé. De toute façon, c'est Rouli qui a fait un gros match. Murillo fait une belle action, et puis l'entrée de Peshao, effectivement. Le reste, c'était plus que moyen, quoi. O'Reilly aurait dû sortir à la 39e minute, hein, finir son match tranquillement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, mais sinon, ouais, justement, le duo Vaz-Aubameyang qui avait fait des merveilles à Angers, qui a été, franchement, pour moi, un peu transparent. Donc bon, tant mieux pour nous à ce moment-là. Côté Auxerrois, Diomandé, moi justement, moi qui suis vraiment pas fan du joueur, justement côté technique, j'avais déjà trouvé qu'il avait fait un match correct à Strasbourg, qu'il avait déjà été de loin le moins mauvais. Et là, il a été bon. D'ailleurs, je suis très déçu qu'il soit pas là contre Angers parce que c'est lui qui maintenait la cohérence derrière avec Senaya et puis Akpa. Koulibaly, début du match, très, très intéressant. Et après, Danois, forcément. Moi, justement, je reviens par rapport au fait que tu disais, Guillaume, par rapport à Owusu. Moi, je le vois bien effectivement en tant que 6, justement, à la défense, avec deux joueurs devant lui. Mais toujours à 5. Alors, c'est vrai qu'en passant plus sur les côtés, et ça ferait que deux joueurs devant.
Mais je me dis que soit Danois, soit Matondo pourraient prendre justement l'espace et aller justement devant le but, là où justement il manque cruellement de monde dans la surface, quoi. C'est des joueurs qui ont la capacité de se projeter. Donc voilà, moi je vois plus. Et puis je sais, ben, de ce que je vois aussi, Sinelko joue mieux à deux que seul, généralement. Donc ouais, je me dis que c'est peut-être mettre plus de joueurs dans de bonnes dispositions. Après, est-ce que ça réussirait? Je ne sais pas, mais voilà, ça peut être une solution qui permettrait de renforcer à la fois le milieu et peut-être l'attaque, au moins la présence dans la surface, quoi. Ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Guillaume. Je suis d'accord avec toi. Enfin, le mettre Ouzou en 6, pareil, tu réduirais un petit peu les espaces. Parce que là, Ouzou et Danois sont à 2 au milieu, gèrent tout le terrain à 2. Si tu les mets à 3, forcément, il y a moins d'espace à couvrir. Elisha n'est pas un joueur très très rapide, très impactant sur les premiers mètres, mais il n'est pas très très rapide. Et en 6, avec un espace très restreint, il pourrait justement tirer à son avantage son physique, qui est toujours dans l'envie, qui est assez incroyable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, comme on disait tout à l'heure sur le système A5, c'est vrai, et je vous rejoins, nos pistons jouent trop bas. Mais par contre, si tu joues très haut en piston, un peu comme le PSG, et justement Elisha peut-être en 6 qui vient justement passer à 4, un peu comme le PSG fait en fait. Le milieu de terrain, Vitinha, João Neves, qui viennent en défenseur central excentré se positionner alors que les pistons attaquent, et même en ce moment ils s'attaquent intérieur, ce qu'on ne fait pas nous. Ça pourrait être une solution. Hein, je suis d'accord avec toi pour Elisha. Ouais, je vous rejoins là-dessus. La seule interrogation que j'ai sur un passage, on va dire sur un 5-3-2, grossièrement hein, évidemment, c'est que là on confie quand même le flanc complet, enfin les deux flancs complets à nos pistons, où on a quand même dit il y a de ça une vingtaine de minutes, qu'il manquait cruellement de qualité, qu'on avait du mal à Ouais, les voir se projeter, qualité de centre restreint, etc. Je veux dire, enfin, après c'est tout le paradoxe de la JOCR, hein. Effectivement, le PSG, on peut confier les côtés à Kimi Mendes, on peut confier l'axe à Joao Neves et Vitinha, et on peut même, ce qui est fou, c'est qu'on peut même demander à Mendes et Hakimi qui sont suffisamment à l'aise techniquement, suffisamment bons dans les courses, dans le replacement, pour de jouer presque au milieu de terrain et effectivement d'attaquer l'axe. Quelque chose qu'on fait absolument pas, hein. Nos pistons ne varient absolument pas non, leur placement, mais ce système, c'est là que je parlais de système hybride, c'est qu'à à 5, ça offre tellement de possibilités. Là, effectivement, on pourrait parfois voir, même sur un 5-2-3, Mensah rentrer intérieur pour suppléer le milieu de terrain, Akpa qui prend l'axe gauche, et Casimir qui reste un peu plus reculé, ou l'inverse, Casimir qui va venir coller la ligne, Koulibaly rentrer presque sur un poste de 10, faux 9. On l'a vu sur ce match-là. Alors là, je prends avec les joueurs qui étaient titulaires là sur le match de Marseille. Koulibaly, enfin, moi, ça faisait des semaines que je le réclamais parce que je pense qu'il a vraiment des très bonnes qualités. En plus, on se questionnait un peu, notamment avec Alex, sur son état physique. Parce qu'il faut voir, je veux dire, il revient des croisés, il a quand même pas eu énormément de temps de jeu, il a joué beaucoup en prépa, mais je veux dire, il prend depuis des bouts de match. Donc effectivement, physiquement, il était peut-être un peu court. Là, on voit il se sur fait 40. contre le PSG, il se fait l'épaule aussi. En plus, t'as raison. Ouais, il se fait l'épaule contre le PSG. Physiquement, on voit qu'il était prêt. Il a multiplié les courses. C'est lui qui a apporté de la vivacité, c'est lui qui a apporté du danger. Et même au-delà de ça, quand on parle de vivacité, de danger, on pourrait penser à un ailier un peu pur, un ailier percutant. Il rentrait énormément intérieur. Il n'hésitait pas à utiliser son pied gauche pour orienter de l'autre côté. Honnêtement, il a vraiment été un liant Enfin, moi, je trouve qu'il a eu cette qualité technique très intéressante qui peut lui permettre peut-être de prétendre à une place de 8-10 un peu hybride. On le sait, je me rappelle quand Julien était venu, on lui passe évidemment le bonsoir à Julien qui était venu nous faire la présentation de la Koulibaly, il nous avait dit que dans son club danois de North à peu près, il occupait un poste dans l'axe parfois, il pouvait casser vraiment des lignes par son explosivité, son premier pas, etc., qui pouvait être assez destructeur. À voir, on sait que c'est un joueur qui est polyvalent. Pellissier l'a titularisé, là, ce qui est décevant au possible, c'est que il joue 40 minutes, c'est notre meilleur joueur sur la première mi-temps, et il finit blessé. Alors, le geste, voilà, on peut en parler, mais c'est surtout voilà, enfin, a priori, grosse blessure, je sais pas exactement ce que c'est, on aura sûrement une absence communiquée à la prochaine conférence de presse de Christophe Pellissier, mais c'est quand même super rageant de voir, voilà, alors, autant El Azzouzi, on était
relativement prévenu. S'il est à Auxerre, c'est parce que c'est un joueur fragile qui se blesse beaucoup. Il a pas été beaucoup utilisé à Bologne. Donc, on pouvait un peu s'imaginer, enfin, on pouvait voir le profil plus, un peu plus sujet aux blessures. Pour l'Asso Koulibaly, c'est pas le cas et après, il a quand même l'air relativement fragile, mais là, c'est vrai que c'est vraiment frustrant de le voir sortir comme ça. En plus, bon, effectivement, sur une grosse faute, sur une grosse faute d'O'Reilly. Juste pour finir là-dessus, sur les performances un peu individuelles, on peut parler vraiment brièvement de l'arbitrage. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais une petite question parce que il y a quand même deux rouges dans ce match. Et je voyais une stat aujourd'hui sortir. Il y a pas eu une seule journée de Ligue 1 où il n'y a pas eu de rouge cette saison. Je crois qu'on en est à plus de 30 rouges distribués. Ça fait 3 par match hein, en moyenne, quasiment. Euh, Là, sur les deux rouges, l'Iconé, même celui de Garcia, euh, est-ce que c'est pas un peu sévère? Ouais, bah justement, je voulais en parler parce que c'est vrai que j'ai dit que Diomandé, pour moi, le rouge qu'il prend, c'est scandaleux. Mais au même titre que le rouge que prend Garcia, pour moi, en fait, Casimir et Garcia, les deux vont au duel. Après, Casimir crie plus fort, il en rajoute. Bravo à lui, mais pour moi, le rouge que prend Garcia, c'est scandaleux. Autant la saison dernière, ben, c'est à domicile, je crois, qu'il prend déjà un premier jaune et le deuxième, il fauche Traoré. Et là, pour moi, il y avait pas de scandale du tout. Autant là, samedi soir, je trouve que le carton rouge donné à Garcia est très sévère. Mais déjà, l'arbitre, alors, je suis pas fan. Je crois que c'est Benoît Bastien. C'est ça. Non, je suis pas fan du tout. Après, à partir du moment où il a donné le rouge, je trouve qu'il a un peu perdu le. Bah, il tenait pas son match, quoi. Il arrivait, il faisait trop le cow-boy pour rien. Et moi, les arbitres qui arrivent, qui se croient au Far West, là, qui arrivent, qui font les cow-boys, ça me fatigue. Honnêtement, j'en peux plus. Là, il donne deux rouges. Pour moi, ni l'un ni l'autre sont valables. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué l'arbitrage. Ouais, Pour je moi, suis. il peut en avoir 4 de rouge dans le match, hein. Parce que je suis désolé, mais la semelle de Robinho Vaz qui écrase Clément Actois sur le côté, tu peux me dire ce que tu veux, mais pour moi, c'est un geste intentionnel. La faute sur Koulibaly, parce que Koulibaly est honnête, essaie de se relever le plus rapidement possible, mais la faute est par derrière au niveau du tibia, elle est hyper dangereuse. Après, moi, pour Garcia, attention, hein, parce que si tu regardes au ralenti, tu dis, bon, il n'y a pas grand-chose, juste son pied est comme ça et celui de Casimir est comme Oui, ça. oui, Faut pas oublier que à ce niveau-là, les chaussures sont très très peu épaisses, qu'il y a quand même des crampons comme ça en dessous. Par contre, si tu regardes à la vitesse réelle, il arrive très très vite, la jambe est très haute, et ça peut, faut pas oublier que l'arbitre, il n'y a pas de caméra, il n'y a que ses yeux. Et à vitesse réelle, plus comme tu dis, l'Iconé, Casimir qui fait quelques roulades, et attention, il a dû avoir mal. Je pense que voilà, question lucidité, l'arbitre, moi ça me choque pas qu'ils mettent le rouge sur Garcia. Sur Diomandé, pour moi, la dernière, il compense. Et c'est le problème des arbitres français. C'est que quand ils mettent un rouge, derrière, ça compense un petit peu. Et surtout lorsqu'on joue contre une grosse équipe. Je ne sais pas si vous avez fait la réflexion, mais on joue le PSG, on joue Marseille, on joue ces équipes-là. Dès qu'il y a un joueur adverse qui tombe contre nous, l'arbitre, il siffle tout de suite, en fait. Et c'était le même à Le Havre, c'était pareil. Hakim Belhadj, il m'a choqué. Je l'ai vu au stade, je l'ai revu après le match, parce que même du stade, c'était flagrant. Les Havrais tombaient, restaient 10 minutes par terre à chaque fois pour gagner du temps. Dès qu'ils tombaient, mais sur rien. Des fois, souvent, ils aiment bien la faire, c'est le défenseur qui va au poteau de corner, on a l'attaquant qui vient derrière, qui le touche même pas, et l'autre, il tombe. Ces fautes-là, par exemple, elles sont tout le temps sifflées, je ne les comprends pas, ces fautes-là. Et là, contre Marseille, c'était le cas. Pour moi, la dernière faute, je suis d'accord avec toi, Liconé, c'est pas Diomandé qui fait la faute, hein. Lui, il stoppe son geste, je ne suis même pas sûr vraiment qu'il le touche, et il ne cherche pas à comprendre, il lui met deuxième jaune. Mais pour moi, c'est un manque de lucidité. Le niveau des arbitres dans le championnat de France, et encore, c'est un peu mieux que ceux qu'on avait en Ligue 2, c'est une catastrophe. ouais, Pour aller plus loin, même sur les rouges, le pire, c'est que le rouge de Garcia, je suis sûr que. Alors, moi, je mettrais un peu plus rouge, mais il est largement discutable quand même. Il y a de quoi hésiter. Et je pense qu'il compense le fait qu'il sait qu'il aurait pu me mettre rouge en première, qu'il n'a pas mis. Et je pense que Ouais, il repense à ça et il dit, il y a un joueur qui est sorti blessé, j'ai rien fait. Et du coup, là, il y a une hésitation, bah vas-y, j'y vais, quoi. c'est ça.
Et on a vu Christophe Pélissier, ça fait quelques matchs. Bon, après, voilà, avec la frustration, c'est normal, c'est un humain. Il commence un peu plus à râler un peu sur l'arbitrage, etc. Chose qu'il ne faisait pas ces derniers mois. Parce que oui, j'ai l'impression sur les derniers matchs, on se fait un petit peu voler. Alors oui, on est dans une démarche un peu négative, etc. Peut-être, mais je pense que sur certaines décisions, et franchement, si vous l'avez vu au ralenti, la faute de Robinho Vaz là, sur Clément Akpa, le ballon, il est loin, hein. Et il met son pied de haut en bas comme ça. Si tu vas chercher le ballon, tu mets un peu sur le côté ton pied. Lui, il vient écraser comme ça la cheville d'Akpa. Mais je ne sais même pas pourquoi la VAR n'appelle pas. C'est rouge 1000 fois en fait. Ouais, c'est vrai Après, que je suis pas sûr que ce soit volontaire pour le coup sur l'action. Parce que je suis pas sûr qu'il regarde vraiment. Quand tu vois son regard, je crois qu'il regarde plus loin que ça. Ouais. Après, sur le geste, par contre, effectivement, si c'est volontaire, c'est rouge. Si c'est involontaire, je vois pas pourquoi tu mets ton pied comme ça en fait. Parce que justement, tu essayes de passer au-dessus le pied de l'adversaire et tu essayes de l'éviter. Je vois pas. En fait, tu mets pas de force. Ça peut arriver que tu marches sur ton adversaire, ça peut arriver, mais tu mets pas de force. Si tu regardes bien au ralenti, ton geste est un peu appuyé quand même. et oui, c'est toujours les joies de l'arbitrage, on en avait parlé la semaine dernière, notamment sur le manque de cohérence d'un match à l'autre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive tous les week-ends. Et c'est Didier Digard, d'ailleurs, le coach du Havre, qui en parlait sur le match contre Marseille, notamment, il y a 15 jours, je crois, où voilà, il y a le Gauthier Lloris qui se fait exclure il y a enfin, penalty, double sanction, etc., où il dit que voilà, il y a un arbitrage pour les gros. Alors après, évidemment, réaction à chaud, nous aussi, on est, comme tu le dis, Guillaume, dans une démarche négative. Si toutes les situations étaient inversées, est-ce qu'on réagirait de la même manière? En soi, je sais pas exactement. Mais évidemment, c'est sûr que tous les week-ends, en tout cas, on a affaire, on a à commenter, enfin tous les week-ends ou presque, on a à commenter l'arbitrage et c'est là que c'est pas normal. Parce que, parce que ça prend une place que ça ne devrait pas prendre. Au lieu de faciliter le jeu, on va dire, sur certaines séquences, ça le complique plus qu'autre chose. Donc c'est sûr que c'est toujours délicat. Messieurs, passons au top flop. Si on a fini de terminer, enfin, si on a fini de terminer, non. Si on a tout simplement terminé de parler des performances individuelles, passons au top flop. Je vous le rappelle, le top flop, ça peut être n'importe quoi autour du match, un joueur, mais ça peut être un fait de jeu, ça peut être un tifo, ça peut être tout, enfin, quoi que ce soit qui concerne le match, qui est dans le contexte du match. Messieurs, je sais pas lequel de vous, s'il y en a un qui a déjà son top flop en tête, ce serait complètement fou et beaucoup très rapide. Mais voilà. De quoi? J'ai j'ai préparé ma feuille et tout. Donc, Oh là 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 là. Mais oui, mais c'est ça le truc quand salaud. on a affaire à des intervenants de qualité comme ça, voilà, c'est ça le problème. Ça se prépare une émission, je suis désolé, hein. Alors attention, top flop. Top, justement pour être allé au match contre Le Havre et avoir vu Strasbourg, j'étais content de l'envie. Je sais que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure. L'envie qui a été retrouvée. On a de la première à la dernière seconde, on a vraiment joué avec le cœur et c'est notre force depuis des années. Et j'étais content de la retrouver là. J'avais peur à l'inverse que l'équipe s'effondre. Et en fait, ça n'a pas été le cas, donc je suis très très content. Mon deuxième top, on l'a assez évoqué, c'était Koulibaly, mis à part l'impact qu'il a apporté. J'étais content aussi parce que c'est un joueur qui tient les coups de pied arrêtés. Tu sais, Elliot, que c'est un sujet qui est très délicat chez moi, les coups de pied arrêtés. Et il fait partie des tireurs sur le banc. Et je trouve qu'il les avait plutôt bien tirés. Alors, c'est dommage, il s'est blessé. Mais j'étais content d'avoir enfin un tireur de coups de pied arrêtés et pas un défenseur central qui tire les corners. En flop, moi, mon gros flop, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les joueurs qui jouent pas à leur poste. Donc, tu pourras faire ce que tu voudras sur une saison, c'est pas possible. Je l'ai évoqué sur 2-3 matchs. Tu peux. Le problème, c'est que généralement, tu mets un mec qui n'est pas à son poste sur un match pour dépanner, mais par contre, tu n'en mets pas 5, t'en mets pas 4 ou 5 dans le même match, quoi. Et nous, on a 4-5 joueurs qui jouent pas à leur poste, ils sont titulaires. Donc, c'est pas naturel pour eux de jouer à ce poste-là. Donc, déjà qu'on n'est pas très, très en confiance. Si en plus tu joues pas à ton poste, donc tu n'es pas à l'aise à 100%, le jeu se complique. Et mon point négatif, peut-être que ça va faire hurler certains, mais c'est le fait qu'on passe à 4 en cours de match. Alors, on a du mal à 5. Quand on passe à 4, là, on poussait avec Marseille qui passe à 10. On a joué pendant pas mal de minutes à 5. Ça commençait un peu justement un peu à dédoubler. Koulibaly faisait du bien. Ça passait derrière avec Senaya, etc.
et hop, tu changes tout, tu passes à 4, et là, les joueurs, ils se retrouvent à nouveau perdus. Parce que ce qui fonctionnait à 5 en cheminement offensif, en sachant que je te rappelle qu'on n'a toujours pas de créateur au milieu. Donc en fait, on fait comme on peut, on repasse à 4. Donc en fait, dans ta tête, tu dis, OK, maintenant on est à 4, on passe par où maintenant? Et en fait, on perd des minutes comme ça parce qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Alors, une équipe qui fonctionne très très bien avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer à leur poste, etc., tu les passes à 4 derrière en cours de match, ça chamboule pas des masses et justement t'apporte offensivement. Le souci, c'est que Pélissier, en jouant à 4 derrière, fait rentrer un deuxième attaquant généralement pour jouer devant. Et en fait, tu n'as toujours pas ce lien au milieu parce que tu n'as toujours pas le créatif au milieu qui va mettre le ballon de la défense à l'attaque. Donc, on balance généralement des ballons en contre-attaque. Et souvent, c'est Maroc qui se retrouve à ce positionnement-là. Il venait chercher la balle, on lui balançait un ballon. Généralement, il est en l'air. Tu essaies de faire une déviation un peu chanceuse en espérant que Sinayoko ou Namasso tournent autour. Mais généralement, ils sont un peu loin aussi parce qu'ils viennent un peu de loin. Et ça ne fonctionne pas en fait. Et à chaque fois qu'on est passé à 4 dernièrement, en cours de match, ça n'a pas fonctionné. Et de toute façon, tu le vois, on ne marque pas. Donc, qu'on soit à 5 ou à 4, on ne marque pas. Donc, pour moi, le problème de passer à 4 en espérant apporter un peu plus offensivement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, que ce passage à 4 soit un 4-2-3 ou un 4-3-3, hein. Parce que sur le match du Havre, si je me trompe pas, on passe d'abord sur un 4-2-3-1, puis sur un 4-3-3 en faisant rentrer Matondo, il me semble. Djoussé était rentré déjà à la mi-temps. Ouais. Donc, on voit quand même que Pélissier cherche des solutions. Il tente des choses. On peut pas lui reprocher de pas tenter. Maintenant, est-ce que c'est bien exécuté? Est-ce que vraiment il y a un fondement, on va dire, pour aller chercher quelque chose? Ça, c'est une autre question. Tu l'as dit, Guillaume, quand on passe à 4, ça ne permet pas, en tout cas, sur ce match-là et sur les matchs précédents, d'être plus performant, on va dire, offensivement. J'ai un dernier flop. Vas-y. Alors, je suis pas en interne, hein. On est des supporters, on n'est pas en interne. Le sujet Ventier, David Ventier, je ne sais pas si on va l'évoquer, mais depuis que ce garçon est arrivé, on a l'impression que ça se passe mal en interne. Donc, voilà, il a des soucis de justice, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là, mais déjà, faire venir un mec qui a l'air très honnête, dans un club qui espère rester en Ligue 1 et qui doit justement avoir une structure solide et être uni, j'ai l'impression que depuis que ce mec-là a pris la place de directeur sportif, là, ça se passe pas très très bien. Et j'ai pas l'impression que Christophe Pélissier soit très très rassuré, en confiance ces derniers temps. J'ai vu les joueurs arriver, j'étais au stade, j'ai fait la visite du musée d'ailleurs, qui est très bien, contre le Havre. J'ai vu les joueurs arriver, j'ai vu le staff arriver, et j'ai vu le staff arriver au compte-gouttes. En regardant ses pieds, il y avait pas mal de supporters qui étaient là, et ils regardaient aucun supporter, ils regardaient leurs pieds et ils avançaient. J'ai vu le préparateur sportif, le préparateur physique aussi le faire. J'ai vu l'entraîneur adjoint, j'ai vu Christophe Pélissier, ils regardaient leurs pieds et ils n'étaient pas du tout dans un bon mood. J'ai pas l'impression que ce soit un bon signe pour ces prochaines semaines. Ouais, on a parlé la semaine dernière déjà voilà, de David Ventier, sa nomination, son poste, ses fonctions, en rappelant évidemment, comme tu l'as dit, Guillaume, qu'on n'était pas en interne, qu'on n'avait pas toutes les informations. Après, c'est vrai que euh, en fait, rien que le fait que ça tourne autant autour de lui, qu'il y ait autant d'informations qui sortent, que quand il y a un article, il y a un article sur la GIA, on parle toujours de David Ventier, etc., sans être forcément en interne. Déjà, moi, ça, je trouve que c'est trop, en rappelant évidemment ce que j'ai dit la semaine dernière, que le fait que ce soit un récupéré de justice, quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice, c'est évidemment, je trouve, une injure presque aux valeurs que peut représenter le club. On en a déjà parlé. Après, honnêtement, je préfère pas me prononcer sur les compétences, sur ce qui se passe réellement en interne. Voilà, on a vu Baptiste Malher vendredi matin dernier parler sur ici au CR de la confiance témoignée en son coach, etc. On sentait quand même un discours relativement politique, mais bah voilà, on peut aussi accréditer de la sincérité à Baptiste Malher. Je sais pas jusqu'où, je sais pas, voilà, mais c'est vrai que effectivement, on en entend beaucoup parler quand même depuis sa nomination. Après, faut pas oublier que sa nomination de directeur sportif, et ça, il me semble que Baptiste Malherbe l'a rappelé, ce n'est que mettre un nom sur les fonctions qu'il employait, hein.
Parce que concrètement, Ouais, c'est bien. ça fait 2 ans qu'ils gèrent toute la partie réseau, recrutement sportif à Auxerre. Après, dans quelles conditions, je sais pas. Dans quelles conditions le staff, même intra-staff, ça se passe très très bien entre le staff, entre Boomsong, Cissé, etc. Je sais pas exactement. Voilà, c'est sûr que les échos qu'on en a sont pas forcément très positifs. En tout cas, moi, à titre perso, les échos que j'en ai sont pas très positifs. Euh, voilà, après, c'est vrai qu'on sent quand même un Pélissier mentalement, tu le dis, Guillaume, atteint quand même, je trouve, en conférence de presse quand il y a des fêtes contre Strasbourg. On sentait quand même dans les mots employés qu'il le prenait vraiment très à cœur et presque personnellement, même les dernières prestations, mais qu'en même temps, voilà, il disait, enfin, je crois qu'il y a une phrase, c'est j'espère que les joueurs nous ont pas lâchés. Enfin, je ne pense pas. C'est quand même des phrases qui veulent dire, qu'en disent beaucoup sur l'état du vestiaire. Alors évidemment, une équipe qui est dernière de Ligue 1, pire attaque, on peut imaginer que ça se passe pas, enfin que l'attitude n'est pas au beau fixe dans le vestiaire, mais c'est vrai que là, on sent quand même un club atteint, un staff atteint, euh, et en tout cas, enfin, ça fera l'objet de une petite parenthèse dans mon top flop, mais j'espère de tout cœur que Christophe Pellissier et son staff seront maintenus à la tête de la GIA, parce que honnêtement, je pense très sincèrement que s'ils venaient à être mis de côté, ce serait très compliqué pour la suite de la saison. On en parlera enfin j'en parlerai un petit peu juste après. Nicolas, Cédric, je sais pas lequel de vous veut se lancer. Si vous l'avez en tête, allez-y. Tu veux y aller? Euh, Je sais attends. pas si j'entends pas non plus. Ok, on est d'accord. Nicolas, on t'entend plus. Eh ben Cédric, sinon vas-y. Et comme ça, le temps que Nicolas règle son tout petit problème, tu nous fais ton top flop. Euh, Top, on va dire la compo et l'envie. Parce que la compo, comme j'ai dit, moi, c'est un peu ce que j'aurais fait. Donc voilà, rien à dire par rapport à ça. L'envie, bah, effectivement, retrouver le goût de se battre ensemble et de tout donner. Parce qu'effectivement, c'est ce qui font les valeurs du club. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti l'année dernière, qu'on a fait des bonnes prestations. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort toujours quand on est un club de cette envergure. Et au niveau de mes flops, bah, j'en ai un en dehors du match, c'est le Benoît Chirou en commentaire. Moi, à chaque fois, ils nous le mettent entre Marseille et Auxerre, et à chaque fois, c'est pro Marseille, alors que c'est quand même un gars qui a joué quand même quelques années chez nous. Et moi, à chaque fois, ça m'énerve. Je suis désolé, hein, mais je dis, on sent vraiment le parti pris. Euh, et après, sinon, par rapport au match, bah, le fait de ne pas marquer, ça devient un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, on tergiverse devant le but et que ça va pas aller en s'arrangeant jusqu'au moment où il y aura un peu bah, le premier but qui devrait normalement débloquer le tout, mais va falloir qu'on le mette, quoi, parce que si on marque pas Angers, bah là, effectivement, on pourra sûrement dire malheureusement au revoir à Pélissier, même si moi j'aimerais bien qu'on fasse toute la saison avec lui, parce que encore une fois, comme tu l'as dit très bien, sans lui, ça sera selon moi bien pire. Donc, euh, donc voilà, mais il faudra malheureusement se rendre à l'évidence que bah, effectivement, ils n'ont pas trop d'actions à part ça en réalité jusqu'à janvier. En sachant qu'après, je ne sais pas quels moyens on aura pour éventuellement recruter des joueurs. Donc voilà, et puis si jamais on en a, quel type de joueur on recrutera aussi, parce qu'on a mis quand même un peu d'argent cet été. Pas non plus des millions, mais on en a mis quelques-uns. Et quand on voit sur ceux sur qui on en a mis, notamment Sierralta, qui mériterait de ne plus être au club déjà. Là, on parlait du joueur de Nantes qui cherchait à vendre au bout de 3 semaines. Moi, je vais bien faire la même, hein. Je vais bien le revendre au prix qu'on l'a acheté. Donc voilà, à voir. Mais voilà, c'est mon top flop. Ok, je comprends très bien. Bah, au mercato d'hiver, ce sera sûrement des opportunités de marché, Mm. à voir ce qui est possible. Mais c'est vrai que je pense, et je suis là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est quand même, enfin, moi je crois encore quand même en la qualité des hommes qui peuvent marquer Namaso, Sinayoko, Mara principalement. Et je me dis que avec un but, tu vois, je me remémore la série de Florian Hayé en janvier en Ligue 2, où il nous permet de gagner des matchs 1-0. Je crois qu'il y en a un à Grenoble, etc., où il a un début de saison vraiment calvaire. Il met un but hors jeu à Nice.
Et après, il lance la machine et le mois de janvier, il marque 4 ou 5 buts sur le mois de janvier. Moi, je crois quand même à cet aspect mental. Guillaume en a parlé, vous en avez parlé tous les trois. C'est l'aspect super, enfin, c'est vraiment un aspect très important pour aussi bien sur le plan individuel que collectif. Et je crois encore à cette petite série. Ça peut être Sekou Mara, hein, qui est capable de marquer. Ça peut être Lassine Sissoko. Sur 4-5 matchs, planter 3 buts, nous permettre de prendre 3, 4, 5 points sur 3-4 matchs. Je crois encore à cette série positive. Niconé, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es Ouais. revenu? Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Ouais, c'est micro, panne de batterie, ça arrive, excusez-moi. pas de souci, aucun problème. Et bah, du coup, je te laisse y aller sur ton top flop. Du coup, je vais commencer par les flops. Moi, en fait, que ce soit système à 4 ou système à 5, en soi, ça me dérange pas tant que ça, l'un ou l'autre. Ce qui me dérange, ce que je vais mettre en flop, c'est l'animation. L'animation offensive, que pour moi, on a un effectif, et je vais revenir au début de saison, mais là où on s'est planté, pour moi, c'est au mercato, sans reparler de David Vontier, machin et tout ça. Mais je trouve que les joueurs qu'on a, c'est pas cohérent. Il y a pas, il nous manque ce profil. On en a parlé, mais c'est tellement criant. Il nous manque ce profil, à l'instar d'un Perrin ou d'un Traoré qui le faisait parfaitement bien la saison dernière, qui va apporter plus de lien entre le milieu et l'attaque. Et là, cette année, on l'a pas du tout. Et on le voit, on est la pire attaque de Ligue 1 et on l'a dit, c'est 7 buts en 11 matchs. C'est même pas un but par match, c'est une catastrophe. Donc le flop, ouais, je vais rester sur l'animation offensive, parce que défensivement, on a quand même été mieux, je trouve, en partie grâce à Diomandé, pardon. Et dans les tops, pour sortir un peu des joueurs, tout ça, moi, ce qui m'a plu, donc oui, ce que je disais avant que le micro coupe, c'est que j'étais au stade, j'étais avec les ultras, et ce qui m'a plu, c'est qu'on scande à plusieurs reprises haut et fort le nom de Pélissier. Et ça, je trouve, parce qu'on a vu beaucoup circuler sur X, que bien évidemment, on est tous derrière notre coach et il n'y a pas de problème, mais que ce soit fait comme ça, au stade, à domicile, chez nous, face à Marseille, donc ça va être vu par énormément de gens, et qu'on ait scandé son nom, voilà, je trouve ça bien. Ça prouve que nous aussi, en tant que supporters, même si c'est compliqué que sur certains débriefs, des fois, je peux péter un plomb assez vite, mais au moins, voilà, ça prouve qu'on est tous soudés derrière le coach, et je pense que le problème, il est mental, on l'a dit, et on espère que ce déclic mental, il aura lieu contre Angers et qu'on pourra enfin lancer notre saison en espérant que ce soit pas trop tard. Ouais, je voulais en parler de Christophe Pélissier. Enfin, c'était un peu le top que j'avais prévu. Le chant, la bâche au début du match, tous unis. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même deux choses. D'abord, un signe, je trouve, d'intelligence du stade et de la tribune, des tribunes de clubs 17-18e de Ligue 1 qui scandent le nom de l'entraîneur et du staff dans une situation compliquée où on sait qu'en interne, il est un peu dans la tourmente. Il y en a quand même pas beaucoup, je pense. Et la deuxième chose, c'est quand même montrer le capital sympathie, on va dire, qu'ont Pélissier et son staff auprès du club. On sait, il colle avec les valeurs. Il est toujours relativement calme, posé. Enfin, moi, c'est vraiment un homme un homme, un entraîneur, mais aussi un homme que j'apprécie. On l'a dit à maintes et maintes reprises, qu'il était un manager aussi hors pair. Au-delà du simple entraîneur, il a une qualité de management. Il va gérer une équipe, un groupe, comme pourrait le faire un chef, un chef de projet, un chef d'équipe en usine ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cet aspect management, cet aspect groupe. Voilà, on le sait, Olivier Lagarde qui garde justement Donovan Léon l'été dernier, puis cet été, il paraît aussi que voilà, Donovan Léon a été dans la tourmente. Cette unité, ce groupe, Théo de Persin, Tom Négrel, tout est constitué avec réflexion au niveau de la mentalité, de la personnalité. Et c'est ce qui fait, je pense, que dans un groupe qui score très peu, qui est en grande difficulté aussi bien individuellement que collectivement, il n'y ait pas de craquage, comme on peut le voir par exemple, juste pour faire écho à ça, Strasbourg la semaine dernière, avec Barco et je sais plus qui au poteau de corner, Enciso ou je sais plus, Namassi. Nancy, ouais. Nanasi, Barco et Nanasi qui se chamaillent pour un corner. Euh, alors déjà c'est pas normal parce que normalement tu as des tireurs de corner désignés, mais alors en plus de ça, ça montre quand même la mentalité de voilà, je veux me montrer, je veux être potentiellement la passe D qui va faire gonfler mes stats, etc. En tout cas, moi, vu du stade contre Le Havre et les deux derniers matchs vus à la télé, j'ai pas du tout ressenti
On sent quand même des joueurs assez proches, assez unis. Au début du match, voilà, ça se réunit, ça se tape dans la main quand il y a eu quelque chose de positif, même quelque chose de négatif. Pour un club dans cette situation-là, honnêtement, c'est rare. Surtout quand l'effectif est composé de joueurs prêtés aussi comme ça. On pourrait voir Osman se désintéresser complètement de ce qui se passe. On pourrait voir El Azouzi se désintéresser. Même Namasso, officiellement, il n'est pas encore au Serrois. En tout cas, c'est pas officiel. Donc, voilà, moi je trouve que on arrive quand même à garder un environnement relativement stable, même si la stabilité n'apporte pas forcément la sérénité, et je suis pas sûr que en interne il y ait beaucoup de sérénité, aussi bien le staff que les joueurs. Mais voilà, je trouve que ce qui renvoie et ce qu'on leur donne aussi dans le stade, la bâche, le champ, c'est des choses qui sont importantes et qui montrent l'unité et qui peuvent sincèrement faire réfléchir les décideurs, à mon avis, sur une potentielle décision. L'éviction ou non de Pélissier et son staff, etc. Je pense que ça peut vraiment jouer parce que, comme je l'ai déjà écrit sur X, je suis quasiment convaincu qu'il y aurait une forme de rupture, une forme de fracture entre les supporters, la direction, si jamais un nouveau staff venait à être mis en place, quel que soit ce staff d'ailleurs, hein, parce que dans ce qu'on a entendu notamment la semaine dernière, on parlait quand même d'un staff made in Auxerre, un peu un staff voilà, avec des anciens joueurs du club, etc. À voir. Je connais pas la véracité de ces propos et en aucun cas je certifie que ces propos soient réels. Malgré tout, c'est quand même ce qu'on entend. Donc voilà, je me permets de les citer. Ça, c'est pour mon top. Euh, pour mon flop, bah, c'est le fait qu'on prenne encore pas de points malgré des prestations intéressantes. C'est l'histoire de notre saison et ça commence à faire beaucoup parce qu'on est quand même à la 10e journée. Des matchs vraiment pas bons. On en a quand même pas fait énormément. Je pense que la première journée contre Lorient, c'était pas terrible, mais c'était une première journée. On a réussi à prendre 3 points. Je pense que la victoire contre Toulouse, dans le contenu, c'était vraiment très compliqué. On prend 3 points. Et là, les deux derniers matchs, là, face au Havre et face à Toulouse, c'était compliqué. Et là, euh, voilà, c'est un flop qui peut presque se transformer en top. Contre Marseille, on a quand même retrouvé des attitudes, retrouvé des qualités, retrouvé la volonté d'aller de l'avant, la volonté de presser, même on a quand même dérangé l'OM dans sa moitié de terrain sur une bonne partie du match. Donc voilà, dans l'attitude, beaucoup réclamaient hein, cette attitude, ce supplément d'âme. Honnêtement, j'étais pas convaincu, comme je vous l'ai dit, Pélissier, que je trouve assez abattu mentalement. Je savais pas comment les joueurs allaient pouvoir réagir. Moi, je trouve que là, l'équipe a bien réagi. Ça va au-delà des individualités dont on a parlé et qui peuvent parfois être relativement limitées. Mais je trouve que le groupe, le bloc équipe a bien réagi et malgré cette nouvelle défaite, c'était assez positif dans le contenu. Voilà pour mon top flop. Messieurs, à part si vous avez quelque chose à rajouter, on va pouvoir conclure cette émission. C'était un plaisir en tout cas de partager cette nouvelle émission avec vous. Dans le chat également, merci aux quelques présents et aux quelques participants, pardon, c'était toujours un plaisir de discuter avec vous, de vous répondre. Première fois 100% à JA. Est-ce que ça a été les gars? C'était pas trop long? Parfait. Ouais, très bien pour moi aussi. Parfait, parfait. Toujours un plaisir de vous recevoir en tout cas, messieurs. J'imagine qu'on sera amené à se recroiser assez rapidement dans la saison. Pour ceux qui ont pris en cours de route, bah toujours rediff dispo sur les différentes plateformes dès demain matin. Et puis en attendant, passez une bonne fin de soirée. Merci encore, messieurs, c'était un plaisir cette émission. Merci à vous dans le chat. Et puis on se Ouais. retrouve sûrement la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire contre Angers. Ce serait magnifique. La Merci à première à l'extérieur. la première à l'extérieur, ce serait beau, 3 points, ce serait magnifique. Et puis retrouver un petit peu le débrief de victoire, bah, ça ferait du bien. Honnêtement, j'avoue qu'à titre perso, ça ferait du bien. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Les gars, merci beaucoup. Passez une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Prenez soin de vous et allez la GIA. Bonne Et, soirée.